En ce moment, on n'arrête pas de battre des records en bourse, avec notamment le Nasdaq, le S&P 500, des actions comme Nvidia, souvent liées aux semi-conducteurs ou à l'intelligence artificielle. Alors je me pose la question, est-ce qu'il n'est pas temps de prendre des bénéfices ? Avant de commencer, n'oubliez pas que mes vidéos, c'est pas des conseils en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir et mon parcours de petit investisseur particulier. Il y a autre chose dont je voulais vous parler. J'ai regardé les statistiques récemment et j'ai vu qu'il y avait un plus grand nombre de spectateurs réguliers sur les vidéos. Je vous en remercie, mais en revanche, il y a plus de 50% d'entre vous qui ne sont pas abonnés à la chaîne, alors n'hésitez pas à le faire si vous voulez nous soutenir et si vous aimez notre contenu. Je vous en parlais dans la dernière vidéo, mais Ruby, c'est une de mes actions spéculation, c'est-à-dire pas l'une des actions que je pense garder à très long terme, et j'hésitais justement à revendre à l'approche de cette résistance baissière en bleu que vous voyez juste ici. Et bien c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc pour vous on sera mercredi, donc pour moi c'était hier. C'est ce que j'ai fait avec une plus-value d'environ 7%. Donc j'en suis satisfait. C'est pas une action dans tous les cas que je voulais garder sur le long terme, même si je pense qu'elle peut avoir des perspectives intéressantes. Elle pourrait très bien casser à la hausse cette résistance baissière, sauf que je voulais pas prendre le risque, surtout que comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, je cherche à faire un petit peu de liquidité, même si j'en ai déjà. Je pense que Ruby, c'était une de mes positions les moins safe, entre guillemets. Donc voilà, je m'en suis séparé aujourd'hui à 100%, j'ai pas cherché à comprendre, j'avais un ordre placé à l'approche de ce canal baissier finalement, et donc c'est un ordre qui est passé. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo que je vous mets juste ici. Comme je vous le disais, pour le S&P 500, on est sur des plus hauts historiques. Vous voyez qu'à certaines périodes, ça n'a pas toujours été fructueux, comme en 2000 et en 2008. Là, on a quand même eu une très 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 belle croissance. Généralement, on voit que c'est des cycles de hausse et de baisse qui durent environ 15 ans. Et vous voyez quand même que depuis 2008, 2009, on n'a quasiment pas cessé de monter. Donc je suis plutôt prudent actuellement, surtout que je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui sont surévaluées, qu'on paye assez cher. Donc c'est une période pendant laquelle je vais être assez prudent et dans laquelle je vais essayer d'avoir quand même un minimum de liquidité. Il y a une nuance quand même à apporter, c'est que ces indices, comme le Nasdaq, le S&P 500 ou même le CAC 40, c'est des indices qui sont drivés par quand même très peu d'actions. Notamment pour le Nasdaq et le S&P 500, on a les Magnificent Seven, donc avec Apple, Microsoft, Amazon, etc., qui ont très bien évolué ces derniers temps, notamment Nvidia, qui a une croissance assez exceptionnelle, je vais vous montrer ça, qui est liée à l'intelligence artificielle. Vous voyez, si on regarde, hop, depuis octobre 2022, on a une croissance où on est passé de 120 dollars à 594. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a quasiment fait un x5, donc c'est assez exceptionnel. Et c'est ces entreprises-là, ces entreprises de la tech, qui vont certainement avoir un lien avec l'IA, qui ont boosté les marchés. Si on regarde un petit peu en termes de secteur, vous voyez que les technologies ont extrêmement performé, avec en 6 mois une hausse de 17%, alors que dans certains secteurs, comme l'énergie, les services et la consommation cyclique, on est plus en dedans. Et en termes de santé, de consommation cyclique ou encore de services financiers, ou même d'industrie, vous voyez qu'on est plus aux alentours d'une croissance de 5%, ce qui est quand même vachement plus lent que ce qui se passe avec le secteur des technologies. Donc, c'est quand même les technologies qui drivent la performance du S&P 500 et du Nasdaq. Comme vous le voyez sur les graphiques, en octobre dernier, tout le monde avait peur, et avec le retournement du marché, je pense quand même qu'on a vécu un certain FOMO. Tout le monde a eu peur de louper le train, ce qui a fait qu'on a augmenté aussi fortement en prenant en compte toutes les tensions géopolitiques
qui existe encore à l'heure actuelle, avec l'Ukraine et le Moyen-Orient. Donc je pense quand même qu'il y a eu une certaine euphorie, que les gens se sont dit ça y est, c'est le moment, on va baisser les taux, l'inflation n'existe quasiment plus, donc faut y aller. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. L'inflation, comme vous le voyez notamment aux États-Unis, elle stagne et elle remonte très légèrement, comme vous pouvez le voir au niveau de l'Union européenne. Néanmoins, c'est pas terminé. Sauf que pour avoir une réelle baisse des taux, pour que les banques centrales baissent réellement les taux, il faut que l'inflation continue de diminuer, et si ça se trouve, ce ne sera pas avant 1 an. Et là, le marché, il risque de tomber de haut, parce que le narratif, le consensus du marché, c'est qu'on va avoir une baisse des taux dans un avenir moyen terme, donc assez proche quand même. Et pour l'instant, le marché, il ne voit que ça. Il est obnubilé par cette baisse des taux, et donc il ne prend plus en compte la stagnation de l'inflation, les tensions géopolitiques, peut-être une potentielle récession, même si pour l'instant on est plus en train d'anticiper un soft landing, donc sans récession, mais c'est pas encore totalement écarté. On va rentrer là dans la période des résultats, donc on va pouvoir essayer d'analyser un petit peu les secteurs qui vont bien, ceux qui vont un petit peu moins bien. On va notamment avoir cette semaine LVMH jeudi, il me semble. Et aujourd'hui, du coup, moi je tourne la vidéo hier, mais aujourd'hui, normalement, on devra avoir eu les résultats d'ASML, par exemple, donc dans le secteur des semi-conducteurs. Donc tout ça, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte pour essayer d'évaluer si oui ou non le narratif et le consensus du marché, il va dans le bon sens, ou est-ce qu'il exagère un petit peu, est-ce qu'on est un petit peu trop dans l'euphorie. Donc pour résumer un petit peu, il y a plusieurs raisons qui feraient revenir les baissiers finalement, donc les ours, vous savez, on a les taureaux et on a les ours ils sont baissiers, les taureaux ils sont haussiers. Actuellement on ne voit que les taureaux, que les boules, mais à un moment ou à un autre, on a quand même les ours, les bears qui devraient revenir. Et pour qu'ils reviennent, il y a plusieurs raisons. Comme je vous le disais, il y a les risques géopolitiques qui sont difficiles, qui sont impossibles même à quantifier et très compliqués à prévoir. Donc, c'est une notion un petit peu aléatoire. Il y a plein de choses qui peuvent se passer et elles sont difficiles à anticiper. Donc, on a notamment l'Ukraine et le Moyen-Orient. Et ces conflits géopolitiques, ils ont un impact sur les acheminements de marchandises et sur les flux internationaux. Donc, ça influe énormément sur l'économie. Par exemple, si on a une rupture en termes d'acheminement de semi-conducteurs, Apple sera impacté. Voilà, c'est ce genre d'impact, de risque qu'on pourrait avoir. On a aussi l'impact des élections US sur les marchés. Alors, statistiquement, c'est vrai qu'on entend beaucoup dire que sur une année d'élection, généralement, le marché est positif, ça reste des statistiques, on pourrait tout à fait vivre le contraire, mais voilà, les US c'est quand même la puissance mondiale la plus importante, donc si jamais les élections devaient contrarier le marché, on pourrait changer de narratif, on pourrait changer de consensus, et on pourrait vivre une baisse ou alors une hausse, sachant qu'il faut prendre en compte que généralement le marché il anticipe tout ça et c'est plutôt sa réaction face à ce qui va se passer dans la réalité qui va faire bouger le marché. Par exemple, je sais pas, je vous dis une bêtise, mais on a les résultats de LVMH qui arrivent dans la semaine. Le marché il s'attend à un type de croissance. Il s'attend, je vous dis une bêtise, mettons que le marché s'attende à 5% de croissance du chiffre d'affaires d'LVMH. Si on a 6% de croissance, le marché va réagir à la hausse parce que ce sera au-dessus de ses attentes. En revanche, si on devait avoir 4%, le marché va réagir à la baisse parce que ce serait en dessous de ses attentes. Et l'écart entre ce qui existe réellement et l'attente du marché, c'est ça qui va faire le pourcentage de chute ou le pourcentage de hausse. Donc, le troisième facteur, c'est cette saison des résultats des entreprises pour l'année 2023 qui va être très important à surveiller. Donc février-mars, il va falloir être attentif. C'est là qu'on va pouvoir avoir des variations sur nos watchlists, finalement sur les actions qu'on aimerait acheter. Donc
Par exemple, moi je vais beaucoup surveiller les résultats de LVMH parce qu'on pourrait aller chercher plus bas s'ils sont pas bons, s'ils sont en dessous de ce qu'attend le marché. Je vais aussi regarder les résultats sur ASML, etc., etc. Il y a autre chose dont je voulais vous parler, et c'est notamment pour ceux qui investissent sur compte titre ou sur PEA. Je voulais comparer avec vous la productivité des États-Unis comparée à celle de la zone euro et notamment à celle de la France. Aux États-Unis, on voit qu'on a une croissance de la productivité du travail qui est beaucoup plus rapide qu'en Europe. Et ça leur permet d'absorber les pressions inflationnistes, parce que les entreprises, elles vont produire plus. Donc, ce qui fait qu'elles n'ont pas forcément besoin d'augmenter les coûts parce qu'elles produisent plus à moyen constant. Donc, pour vous réexpliquer la chose, elles arrivent à maintenir leur marge sans forcément augmenter les prix. Et donc ça, c'est quand même un avantage très clair des États-Unis vis-à-vis de la zone euro. Et c'est pour ça que le pouvoir d'achat aux États-Unis, il est plus important que le pouvoir d'achat en zone euro et notamment les pays les plus développés comme la France, la Belgique, etc., etc. Donc, il y en a souvent qui me posent la question, je vais m'agrandir un petit peu, il y en a souvent qui me posent la question du pourquoi est-ce que je ne complète pas mon PEA en priorité et pourquoi est-ce que j'investis en parallèle sur un compte titre. Et ben c'est aussi pour ça, parce que je juge que effectivement sur PEA on peut investir sur des entreprises internationales, c'est personnellement ce que je fais pour pouvoir profiter de la croissance mondiale, mais je juge aussi qu'il y a des entreprises qui sont très intéressantes aux États-Unis, qui ont une croissance très intéressante et qui, à mon avis, restera très intéressante. Aussi le fait qu'on utilise le dollar sur un CTO et que le dollar, il a tendance globalement à prendre de la valeur par rapport à l'euro. Et pour moi, l'avantage fiscal du PEA, il ne va pas forcément contrer tous les désavantages qu'il y a à investir uniquement sur des entreprises européennes ou françaises. C'est pour ça que je choisis de diversifier. Et d'ailleurs, mon CTO a une croissance beaucoup plus importante, enfin du moins plus importante que mon PEA. Et ça ne comble pas forcément la réduction d'impôt qu'il y a sur le PEA. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.